Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, l'élection de Trump en novembre 2016 avait donné carrière à un scénario de reflation, avec pour conséquence une remontée sensible des taux de la dette gouvernementale américaine. Le 10 ans américain avait vu son taux bondir de 60% entre septembre et décembre, puisqu'il est passé de 1,60 à 2,60, ce que nous observons parfaitement dans la partie gauche du graphique à l'écran. Bien naturellement, le dollar a connu la même trajectoire, ce qui apparaît également clairement à l'écran avec un nouveau graphique qui nous montre l'évolution de la parité dollar-euro. Donc en septembre 2016, le dollar valait 0,88 et en décembre 2016, il s'échangeait contre 0,96 euros, soit une appréciation d'une dizaine de pourcents. Or, depuis, tous ceux qui misaient sur une poursuite de la hausse des taux US ainsi qu'une envolée du billet vert, une envolée continue du billet vert, doivent faire grise mine parce que le taux du 10 ans américain a baissé de 17% depuis son pic de décembre. Le dollar a, lui, corrigé de 13%. Alors, si je vous ai fait venir, c'est parce que vous aviez vu juste, vous étiez un des rares à dire non, moi, je ne crois pas à ce scénario de hausse du dollar et de hausse des taux US. Je dis même qu'il faut acheter de la dette US parce que les taux vont baisser. Là, vous avez vu juste. Alors, pour vous, qu'est-ce qui explique tout ça? Certains disent, bon, il y a des phénomènes un peu exogènes, les tensions avec la Corée du Sud, les phénomènes climatiques qui ont également perturbé un peu tout ça. Pour vous, ce n'est pas l'explication? Non, parce que ça date d'avant les problèmes avec la Corée. C'est pas du tout lié. La première chose à dire, c'est que ces anticipations de hausse des taux ne reposaient pas sur grand-chose. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avant l'élection. Avant l'élection de Trump, on vous disait « Oh là là, si Trump est élu, ça va être la catastrophe mondiale ». Ensuite, Trump est élu. Et on a assisté à un des plus beaux retournements de veste, voilà. Tout de même. Il a bien fallu composer avec. Et là, on nous a expliqué que M. Trump allait rentrer dans le bureau ovale, allait trouver deux boutons, un bouton qui s'appelait croissance et un bouton qui s'appelait inflation, et qu'il n'aurait qu'à appuyer dessus. Le pauvre Obama avait bien cherché pendant toutes ces années, mais ne les avait pas trouvés, et que Trump allait nous relancer tout ça. Bon, alors évidemment, c'est pas très crédible comme raisonnement, excusez-moi, mais de penser que le président, en arrivant, allait relancer la machine économique américaine. Donc, petit à petit, les gens se sont aperçus que le jeu n'était pas du tout celui-là, et qu'en fait, c'est tout à fait structurel. C'est pas une histoire de conjoncture. C'est pas alors vous avez la conjoncture qui se greffe là-dessus, mais c'est pas une histoire de conjoncture. Le problème structurel, c'est que tout le modèle économique, et pas simplement aux États-Unis, c'est en Europe, c'est la même chose. En Asie, c'est pareil, repose sur la dette, entièrement. Mais entièrement, que ce soit dette privée ou dette publique. Donc des déficits budgétaires, quand on vous dit par exemple que l'Espagne est repartie, l'Espagne n'est pas repartie. L'Espagne est repartie parce que les déficits budgétaires n'ont cessé de filer. Et donc, si vous voulez, quand vous mettez 5 euros ou 5 dollars pour faire 1 euro de PIB, c'est un jeu qui est quand même excessivement dangereux. Demandez donc à un entrepreneur s'il va mettre 5 euros de dette pour faire 1 euro de chiffre d'affaires, il va vous regarder bizarrement. Donc voilà ce qui se passe. Tout repose sur la dette. Donc vous avez, on a appris il y a quelques jours qu'on était revenu au niveau de 2007 sur la dette des cartes de crédit américaines, avec un taux de défaut phénoménal. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas les mêmes règles aux États-Unis qu'en Europe. Alors on voit le graphique apparaître en effet. Alors il faut bien. Alors c'est Zero Age qui a publié ce graphique et on voit en effet les attributions de crédit par carte bancaire exploser. On est en effet au niveau de 2007 et on commence à observer une augmentation assez alarmante des taux de défaut. Oui, et puis vous avez, il faut savoir que vous avez très exactement
le même phénomène sur les crédits automobiles, le même phénomène sur les crédits étudiants. Alors le crédit étudiant a une particularité, c'est qu'il ne s'éteint pas. Vous savez qu'il est garanti par l'État, donc il se transmet même. Vous avez des enfants qui héritent du crédit étudiant de leurs parents. C'est assez extraordinaire. Mais donc on est dans un système qui est entièrement basé là-dessus. Et là, on vous dit, vous avez, par exemple, vous avez depuis 2008, en gros, vous avez l'État américain qui s'est endetté de 1000 milliards de plus par an. D'accord ? 1000 milliards de plus par an, avec une croissance qui, je vous le rappelle, était de 200 milliards, 300 milliards. Donc ça veut dire qu'on a mis 1000 pour avoir 300. Mais c'est un système qui ne peut pas continuer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'aurez pas de hausse de taux. Et les banquiers centraux feront absolument tout pour que les taux restent en bas. Donc vous restez acheteur de dette américaine ? Et oui, parce que, alors là, vous êtes descendu en ligne droite de 2,65 à 2,05. En appréciation de votre obligation, ça fait à peu près du 6% sur du 10 ans. Donc c'est bien. Maintenant, qu'il y ait une petite pause avant de repartir, je suis persuadé que vous retrouverez vos taux américains en dessous de 2, et même assez largement en dessous de 2, parce que quand vous regardez ce qu'il y a comme croissance potentielle aux États-Unis, l'état de la dette aux États-Unis, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des taux qui remontent à 2,5%, à 3%, à 4%, comme on l'a dit au moment des élections de Trump. C'est juste ridicule. Et puis à la différence de la situation de 2007, où on avait une économie de la dette d'ores et déjà, mais les banques centrales sont engagées de façon démentielle dans cette économie de la dette, bien plus qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Alors attention, tout le monde, alors en ce qui concerne l'Europe notamment, tout le monde dit oui, de toute façon ça dure depuis des années, on n'a pas eu un excédent budgétaire depuis 1973, etc. Oui, c'est vrai, sauf qu'en 2007, la dette d'État française, elle était à 65%. Elle est aujourd'hui à plus de 100. Donc il y a vraiment eu une cassure et une grosse accélération à partir de ce moment-là. Et donc pourquoi ? Parce qu'on a payé pour que les banques ne fassent pas faillite, on a payé pour que le système ne fasse pas faillite. Et c'est ça qui nous a accéléré l'endettement. Et ensuite, les États ont fait des déficits budgétaires importants pour essayer de relancer une pauvre croissance. Alors, les interventions de la Banque centrale ont fait que aujourd'hui, les banques centrales sont devenues totalement market dépendantes. C'est-à-dire qu'elles se fichent complètement des données macroéconomiques. Ça m'amène à une autre question, puisqu'on a parlé donc du marché obligataire. Vous dites que les banques centrales vont continuer de toute façon à imprimer et puis à acheter de la dette. Elles achètent aussi des actions. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, les actions, alors là, au-delà de toute considération morale ou philosophique ou même de prospective sur les conséquences à très long terme, parce qu'il va y en avoir et on a du mal à les quantifier et à les mesurer, on sait qu'il y aura un prix à payer, mais aujourd'hui, on refuse de voir ce prix. Aujourd'hui, les actions, en tout cas, elles ont une sorte de matelas ou d'amortisseur parce que les banques centrales interviendront systématiquement. Oui. Si elles achètent des actions, elles ne peuvent pas laisser les actions se déprécier trop. Non. Regardez ce qui a été annoncé sur la détention par la Banque du Japon d'ETF. Ils détiennent 75% des ETF qui sont émis. Donc, quand vous en arrivez là, ça veut dire qu'en fait, c'est la Banque du Japon qui fixe les prix. C'est une sorte de prix administré, la bourse, ça n'est plus un marché.
Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Si la Banque centrale se met à vendre sur le marché s'écroule, puisque c'est elle qui fait le marché. Donc le marché s'écroule. Donc ça veut dire que ça n'a pas de fin. Donc tous ceux qui attendent que les banques centrales rentrent dans le rang et petit à petit suppriment leurs méthodes non conventionnelles et reviennent à la normale, vont attendre très très longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus. Aujourd'hui, ils sont obligés cette perpétuelle course en avant est devenue obligatoire. Et comme il n'y a pas il n'y a rien de mathématique là-dedans, si vous voulez. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui toutes les banques centrales sont à 4 500 milliards d'actifs à peu près, hein. Pourquoi pas 5 000? Pourquoi pas 7 000? Pourquoi pas 10 000? Il n'y a rien de marqué dans le marbre qui les oblige à s'arrêter. La seule chose qui peut arrêter une banque centrale, c'est qu'à un moment, les gens prennent peur en se demandant ce qu'ils ont dans les mains quand ils ont un billet. C'est-à-dire que là, ça risque de partir par la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie s'écroule, parce que tout d'un coup, il y a une perte de confiance, et ça n'est que de la confiance, hein, la monnaie. Il y a une perte de confiance en se disant, mais finalement, ils n'ont plus que ce moyen et c'est illimité, donc mon billet ne vaut plus rien, et à partir de ce moment-là, c'est zéro. Alors, c'est une conversation qu'on a déjà eue souvent, et je vous fais souvent cette remarque, c'est ce que vous dites me semble tout à fait fondé. La seule nuance que j'apporterais, c'est que c'est un système tellement généralisé que tout le monde se tient un peu par la barbichette. Et donc, oui, on est dans un système vicié, mais il va durer un certain temps encore, et personne n'a intérêt finalement à ce que l'un craque. Oui, personne n'a intérêt. Alors c'est pour ça que malheureusement ça peut se terminer mal, et pas simplement par une chute boursière dont finalement tout le monde se fout, parce que, mis à part les traders dont c'est le métier, et mis à part quelques 0,1% de la population qui détient des actions, si vous voulez, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Non, ce qui va changer la face du monde, c'est pour les gens qui perdent du pouvoir d'achat de plus en plus et qui vont finir par avoir du mal à se nourrir. Et là, ça pose un réel problème. Regardez ce qu'on a comme chiffre sur les ménages américains. Je reviens là, mais parce que l'administration Obama a réussi ce tour de force de détruire la classe moyenne américaine en l'espace de la mandature d'Obama, mais bravo. Ils ont réussi à ce qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui, entre le loyer et Obamacare, et plus de 60% de leurs revenus qui soient consacrés à ces deux choses. Il ne reste pas grand-chose quand même, hein, après pour manger, pour vivre. Donc, alors, en Europe, c'est peut-être un petit peu moins, parce que par exemple en France, vous avez des règles qui font que vous ne pouvez pas louer un appartement en y consacrant plus d'un tiers de vos revenus. Mais aux États-Unis, il n'y a pas ces barrières-là. Et donc, avec la flambée qu'il y a eu des loyers qui étaient, je vous rappelle, les maisons ont été rachetées par des fonds comme BlackRock et autres, vous avez un pays qui est de moins en moins propriétaire, de plus en plus locataire. Aujourd'hui, ça fait très très mal. Avec un pouvoir d'achat... Oui. Considérablement d'où ce qu'on disait au départ sur les cartes de crédit avec un taux de défaut qui enfle parce que faut bien qu'ils se nourrissent et là en effet on peut avoir un problème qui est non plus purement boursier mais qui est un problème social qui éclate. Ça finit de toute façon. L'économie, ça finit toujours par du social. Hein. Bah, oui, donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui s'arrêtent à est-ce que le CAC va à 3000 ou est-ce que le CAC va à 6000 je dirais on s'en fiche un peu, quoi. C'est pas le sujet, d'autant plus que je vous rappelle quand même que le marché action est un nain par rapport aux autres marchés que sont les obligations ou que sont les devises. Donc, bon, voilà. Même si on parle tout de même de marché. En tout cas, on a, pour finir sur les marchés, bien entendu votre message, la dette
US reste un vecteur d'investissement parce que de toute façon, les taux vont continuer à baisser selon vous. Et puis quant aux actions, pour le moment, aujourd'hui, vous avez tout de même un coussin de sécurité du fait que les banques centrales continueront à acheter. Oui, tout à fait. Ça sera le message. Ça et la conclusion, Olivier, parce que ça fait 15 minutes. La conclusion, c'est en effet, si vous avez un repli dans les mois à venir, qui serait quand même le bienvenu, parce que vous avez un certain nombre d'événements qui plaident sur un repli, qui ne serait qu'un repli. 6-7%, c'est pas catastrophique. Si vous avez un repli, vous verrez que, suivant la vitesse à laquelle ça se passe, vous verrez que les banques centrales interviendront, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire des pertes gigantesques. Donc ça veut dire qu'elles interviendront massivement, je vous dis sans aucune limite, puisqu'il n'y en a pas. Techniquement, il n'y en a pas. Et là, en revanche, ça peut devenir intéressant parce que la conclusion de tout ça, c'est que vaut le billet de banque que vous avez dans la poche? Pas grand-chose. On suivra ça ensemble. Olivier, merci.